Ok, super. Véronique, on vient d'enregistrer ton témoignage, toi en tant qu'analysante. Tu as fait 7 ans d'analyse, puis tu es devenue psychanalyste. Ça fait combien de temps que tu es psychanalyste ? J'ai commencé en 2015, donc ça fait 7 ans. C'est pas mal, 7 pour un podcast, j'y avais pas pensé. Dans le précédent épisode et ton premier témoignage, tu as parlé de ta fille qui a été anorexique à l'âge de 14 ans. Comment une psychanalyste mère fait pour accompagner son enfant ? Qu'est-ce que toi tu as fait ou n'as pas fait pour aider ou ne pas aider ta fille ? J'ai fait justement le moins possible pour qu'elle puisse faire son propre chemin, trouver ses réponses. Je pense que si on parlait maintenant, elle et moi, de son anorexie, on n'aurait pas les mêmes réponses. Et tant mieux. Tant mieux. Et je sais plus qu'elle a pas du tout envie d'en parler, et certainement pas avec nous. Elle a fait une psychanalyse, ta fille ? Elle a fait un petit bout de psychanalyse, mais sinon c'était plutôt psychothérapie, psychiatre, endocrinologue. En fait, elle est allée chercher ses réponses ailleurs, autrement. Et même quand je me suis installée comme psychanalyste, j'étais gênée vis-à-vis d'elle, parce que je me disais, c'est son chemin, la thérapie, elle en a vraiment besoin, et c'est comme si je venais marcher sur ses plates-bandes, parce que finalement c'est grâce à elle que je suis devenue psychanalyste. Ah ouais ? Pourquoi ? C'est elle qui a lancé le truc au départ. Si elle n'avait pas été anorexique, j'aurais jamais fait de psychanalyse, en fait. Ou alors, je dis jamais, on sait pas. Mais ce qui m'a amené au départ, c'était son anorexie. Moi aussi, j'ai été anorexique, d'ailleurs. Ça m'a fait. C'est pour ça aussi. Je me suis dit, waouh. Et puis j'ai perdu un bébé en fin de grossesse avant elle. Donc je me suis dit, oh là là là, je lui ai transmis un truc, c'est horrible. Et pourquoi je dis ça, je sais plus. C'est ok. Tu disais aussi dans le précédent épisode que quand tu as découvert ce podcast, tu t'es dit des gens qui racontent leur analyse, qui racontent leur fin d'analyse ou leur dernière séance, mais en fait qui y sont encore. Et ça m'a intéressé parce que du coup moi j'ai fait 10 ans de psychanalyse, et donc si on écoute le tout premier épisode du podcast, tu vois, je raconte pourquoi je fais ce podcast, et ça continue à être vrai. Je fais ce podcast parce que je suis curieux de savoir comment les autres ont fait quel chemin et comment on sait si et quand c'est la fin. Et en fait, je me dis au fond de moi, non mais tu dis avoir arrêté ta psychanalyse, mais n'es-tu pas tout simplement en train de la continuer ? Et du coup, je rebondissais sur ton commentaire. Est-ce que ça se finit une psychanalyse selon toi ? Est-ce que quand on arrête de voir son analyste, on continue un chemin parallèle ou un chemin de psychanalyse hors du cabinet ? Je pense qu'on continue. Je pense que c'est jamais fini, parce que c'est tellement intéressant. Et justement, en tant qu'analyste, ma particularité, bien sûr, tous les analystes sont différents. Ma particularité, c'est la danse. Parce que après avoir eu mes enfants, après les 10 ans d'arrêt de danse, quand j'ai repris très différemment. Je suis allée vers une pratique qu'on appelle la composition instantanée, l'improvisation. Donc du coup, dans des milieux un peu plus marginaux, des scènes un peu moins conventionnelles que avant, où je faisais de la danse contemporaine plus attendue en fait. Et ça m'a donné, c'est le même travail que Merleau-Ponty en phénoménologie, ça m'a donné ce point de vue sur l'instant. Être présent dans l'instant, avec toutes nos perceptions le plus ouvertes possible, ce qui est l'opposé d'une concentration, mais qui est une très grande vigilance. Et c'est mon état quand je suis dans mon cabinet. Et je pense, j'espère, que ça aide les analysants ou analysantes à connecter cet état-là. C'est-à-dire que quelque part, je les emmène par mon état dans un univers. Enfin, un changement, en tout cas, un changement pour eux, plus lâcher le mental, essayer de plonger plus en eux-mêmes. Et je le vois, les gens en fin de consultation, ils s'assoient sur le divan, ils n'arrivent pas à se mettre debout, ils ont la tête qui tourne. Et des fois, ils n'arrivent pas à retrouver leur voiture en sortant du cabinet. Je les raccompagne jusqu'à la voiture, ils sont complètement paumés. Mais je fais des séances longues, ça dure 1 heure aussi. Donc ça aide à plonger. Du coup, j'ai l'impression que tu parles de la psychanalyse
j'ai l'impression qu'il y a deux clés dans la psychanalyse. Sortir du symptôme qui fait mal. Toi, tu as raconté dans ton témoignage quand même que la psychanalyse t'a aidé à mettre à jour pour après dépasser, sublimer, comprendre. Et tu dis la psychanalyse c'est aussi super intéressant, on continue quand même. Mais aujourd'hui, tu n'es plus tu es plus à la recherche. Tu as trouvé, tu as nettoyé. Qu'est-ce qu'il y a à faire en psychanalyse? Pourquoi ça continue une fois qu'on n'a plus mal? Parce que l'inconscient, il est toujours là, en fait. Et il y aura toujours des choses à analyser dans notre inconscient ça va pas être. Peut-être c'est plus de la pertinence, de l'intelligence. J'aime beaucoup l'intelligence, la pétillance, la rapidité de la pensée, la joie. Et finalement, une fois qu'on a enlevé toutes ces grosses patates chaudes là de notre inconscient, peut-être qu'il peut se remplir de ça. Puis il se remplit de quelqu'un qu'on a croisé dans la rue, qui va nous évoquer quelque chose, de poésie, et ça c'est tellement intéressant de continuer d'être connecté à ça. Et du coup, la psychanalyse devient créatrice, c'est ça? Elle est réparatrice et créatrice ensuite. Oui. Pour moi, c'était vraiment, et c'est pour ça que j'ai continué cette analyse, un grand chemin de liberté, dans le sens où profondément, la liberté de devenir nous-mêmes en enlevant toutes les représentations, les identifications, les murs que nous nous sommes bâtis bien intelligemment, en enlevant tout ça et d'ouvrir les possibles. Tout est possible. Pas de jugement aussi, une très grande appréhension de qui est l'autre, d'accepter l'autre, sans vraiment d'accueillir l'autre sans toutes ces préjugés qui en fait sont nos protections, parce que l'autre nous met en danger. Là, il nous met pas en danger, puisqu'il n'y a pas de conflit intérieur, on est bien, personne nous met en danger. Peut-être même, sauf si on se fait casser la gueule dans la rue, et encore. Tu me disais que tu es venu avec plusieurs idées de dernière séance en tant qu'analyste. Si comme ça, tu devais en prendre une au hasard, ou celle qui t'inspire le plus, ça serait laquelle? Est-ce que tu peux nous la raconter? Alors, c'était une très belle analyse d'une personne âgée. Elle avait 87 ans, je crois. Déjà, quelqu'un qui vient en analyse à 87 ans. On a dû faire 2 ans ensemble. Elle a dû commencer à 85. Je trouve ça génial. Moi, j'ai dans mon entourage des gens qui m'ont dit, qui ont plus de 60 ans et qui ont dit, mais maintenant c'est trop tard. Et ouais, pardon. Ouais, non, c'est jamais trop tard. Et j'ai eu un autre monsieur aussi qui avait 85 ans. Pourquoi cette femme est venue à toi, tu sais? Elle est venue parce que son compagnon avait une maladie, la maladie des cordes de Lévy. Ça ressemble un petit peu à Parkinson. Et il perdait la parole. Donc au départ, elle m'avait demandé si je voulais bien le prendre lui en consultation. C'était pas vraiment une demande d'analyse, c'était une façon de maintenir le langage. Et du coup, j'ai fait des bribes d'analyse avec lui, mais c'était complètement décousu, mais c'était très très beau. Alors là, c'était un voyage poétique parce que je comprenais rien de ce qu'il disait. Ça partait dans tous les sens. Et puis tout d'un coup, il y avait une image hyper forte, fulgurante. Et en tout cas, on maintenait le langage, on maintenait la parole. Et puis, assez vite, j'ai fait 2 ou 3 séances avec lui. Elle m'a dit, mais je crois que j'en aurais besoin parce que pour elle, l'accompagner là-dedans, cet homme-là, c'était l'amour de sa vie, et le voir partir comme ça, l'accompagner là-dedans, plus les soins, tout ça, c'était lourd. Et donc j'ai dit ok. Donc là aussi, quelque chose qu'on fait pas, on prend pas normalement un couple, un analyste ne va pas prendre les 2 membres d'un couple. Ben moi je le fais. Je le fais à condition qu'ils soient d'accord tous les 2. Et puis parce que de toute façon, en consultation, on va parler tellement de l'enfance, la petite enfance, ce qui s'est passé les générations d'avant. On va pas vraiment parler du couple. Donc ça gêne pas que les gens soient en couple. Et je me suis rendu compte plusieurs fois qu'il y a des gens qui, s'ils avaient vu des psys différents, se seraient séparés. Alors que là, finalement, j'avais une vision un peu en surplomb. Donc sans non plus, parce que moi qui se sépare ou qui reste ensemble, c'est pas mon problème en fait. Je viens pas pour résoudre une union. Mais cette vision un petit peu en surplomb me permettait des fois d'aller poser la bonne question. Et pour que l'un ou l'autre trouve ses bonnes réponses et arrête de projeter sur c'est de sa faute,
C'est jamais la faute de l'autre, c'est toujours la nôtre, personnellement. Donc voilà. Et si tu nous amènes dans sa dernière séance à elle? Elle, c'est ce qui était... donc après, lui, il est mort. Pendant l'analyse? Pendant l'analyse, elle a continué et elle a préparé sa propre mort. Et ça, c'était une puissance. C'est-à-dire que cette femme, elle a choisi d'aller à Bâle pour se faire euthanasier. Elle n'avait pas d'enfant. Elle avait des neveux et nièces. Et elle a fait ça, mais avec une classe. Et on en parlait pendant les consultations. Elle en parlait il y en avait dans ses rêves. Enfin, il y avait des questions dans ses rêves sur comment préparer ça. Et on avait fait quand même là au moins 3 ans de travail ensemble. Donc on avait beaucoup parlé de son enfance. Pour moi, c'était une autre époque. Quand elle était une jeune fille, une petite fille, mais c'était un autre monde. Et donc on avait beaucoup parlé de ça. Et qu'est-ce que vous aviez dénoué? L'autoritarisme. C'était une fille de colonel et elle menait tout le monde à la baguette comme un bon colonel. On avait beaucoup parlé de ça et le fait de, malgré sa maladie, laisser son compagnon vivre ce qu'il avait à vivre et pas essayer de le canaliser dans tu dois manger à telle heure, tu dois aller faire pipi maintenant, toutes ces choses là et de le pour que lui il ait un peu plus de respiration et pour que elle puisse souffler parce que c'est infernal. Ça faisait une vie épouvantable. Et donc notre dernière séance, ça a été, elle m'a invitée à dîner et c'était le repas d'adieu. Le lendemain matin, elle partait à Bâle pour mourir. Et je me suis retrouvée comme une idiote. On a passé une excellente soirée, hein. Mais au moment de dire au revoir, je me dis, en fait, je peux pas lui dire au revoir. Je dois lui dire adieu, mais on dit jamais adieu à quelqu'un. C'était bizarre. Tu lui as dit quoi, du coup? Je lui ai dit adieu, quand même. Et je suis partie et je l'ai entendu pleurer dans mon dos et je me suis dit, oh, voilà. Donc une dernière séance hors du cabinet. On a fait toutes nos séances hors du cabinet parce que je venais chez eux, parce que lui, il pouvait pas se déplacer. Donc je venais chez eux, je faisais une consultation avec lui et après une consultation avec elle. Donc c'était vraiment dans leur environnement. Elle t'a dit quoi à ce dernier dîner? Elle m'a redit à quel point ça avait été important pour elle de refaire ce survol de toute sa vie. En fait, finalement, on dit que quand on a des near-death experiences, on a un moment où on revoit toute notre vie. C'est une near-death experience, c'est un moment où on est proche de la mort. Des gens parlent parfois de voir un grand halo lumineux, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ils disent revoir toute leur vie comme ça, très rapidement. Finalement, pendant ces 3 ans d'analyse avec elle, on a fait ça, mais pas rapidement. Tranquillement. Et ça l'a aidé, c'est de son retour, à confirmer son choix et à y aller le plus sereinement possible. Elle a fait un tour de France l'été d'avant, de toute sa famille, pour expliquer à chacun pourquoi elle avait pris cette décision, pour les amener à accueillir son choix, parce que bien sûr tout le monde lui disait, ses proches lui disaient, mais non, tu peux pas faire ça, t'es encore en bonne santé, t'as encore de longues années devant toi, et vraiment elle a fait tout le tour pour prévenir tout le monde. Et on en a parlé ensemble, on a parlé des réactions des uns et des autres, voilà. Et elle t'a choisi toi pour le dernier dîner, pas des amis proches ou des membres de sa famille? Alors c'était le dernier dîner dans le Var. Le lendemain, elle est partie à Bâle avec un neveu qui vit à Ushuaïa en plus, qui est revenu exprès d'Ushuaïa, et une de ses nièces qui l'ont emmenée à Bâle, et ils ont eu un dernier dîner à Bâle, et elle est morte le lendemain. Je trouve ça très touchant. Moi, la mort, c'est un sujet pas simple. Je sais pas si c'est un sujet simple pour quelqu'un, mais je disais récemment, moi, dans ma peur de ne pas être en couple ou de ne pas avoir d'enfant, ce qui est mon cas aujourd'hui, c'est de me dire, mais qui sera là qui m'accompagnera à la fin de ma vie.
je disais en rigolant, j'étais neveu et nièce délicieux et je disais bon bah je mise tout sur eux quoi. Donc j'essaie d'être le meilleur tonton. Et bien entendu c'est une blague, mais ça résonne en fait que c'est en fait ces gens l'ont accompagné pour la fin. Tu parlais tout à l'heure parce que tu les avais tous les deux en analyse, alors tu pouvais poser la bonne question. C'est marrant parce que ça a fait vibrer mon cœur de coach, où je me dis, parce que moi j'ai un peu une réflexion de est-ce qu'un ou une analyste est là pour poser la bonne question? Est-ce que tu viens pas avec des gros sabots quand tu crois pouvoir poser la bonne question? Quand tu crois avoir suffisamment d'informations pour poser la bonne question, est-ce que tu glisses pas dans de la coacherie, là où l'analyste ouvre des portes et ou fait silence? Oui. Alors, j'essaye d'être le plus subtil possible. Y arrives-tu? J'espère. Non, c'était une vraie question. T'as l'impression que toi, en tant qu'analyste, tu peux poser la bonne ou la mauvaise question? Quelle pression, en fait, moi, je ressens. Quand je dis la bonne question, c'est toujours par rapport au rêve, en fait. Pour moi, alors s'il n'y a pas de rêve, je me débrouille, hein, j'essaye de tirer des fils pour qu'on aille dans l'inconscient. Mais vraiment, je suis le rêve. Et je suis les rêves de mes analysants. Et si les choses ne viennent pas à jour dans le rêve, même si moi, des fois, je perçois des choses, si ça vient pas dans le rêve, on n'en parle pas. Pour que ce soit opportun pour eux. Justement, le bon moment pour eux, en fait, d'aborder certains sujets. Tu disais tout à l'heure qu'en supervision, ton analyste ou ton superviseur t'aidait à trouver les patients, les analysantes dans tes rêves et à en tisser quelque chose. Est-ce que sur cette analyse-là avec cette dame, est-ce que tu te souviens d'une fois où justement un de tes rêves a permis de créer un tissu à utiliser en analyse pour elle? T'as compris ma question un peu longue? Oui, j'ai tout à fait compris la question, mais je me souviens pas. Non. En fait, je cherchais, alors peut-être sur un ou une autre patiente. Tu préfères que je dise patient ou analysant? J'aime bien dire analysant. Okay. Sur un ou une autre analysante, est-ce que tu as un exemple où justement, dans un rêve, quelque chose te vient, toi, que tu utilises en séance? Alors, je crois, si mes souvenirs sont bons, je pense à une dame, elle n'est pas venue beaucoup, ça fait partie des gens pour qui j'ai un peu triché, que j'ai mise dans un cadre analytique, qui venait pour une psychothérapie. Elle a dû faire 4 séances. C'était remarquable. Et dès la 2e séance, elle avait un rêve. On est parti. Et en fait, elle venait parce que son fils de 16 ans souffrait d'encoprésie. C'est-à-dire qu'en fait, il avait jamais fait de selle de sa vie, à part quelques fuites. Et quand vraiment il avait trop mal au ventre, parce qu'il était plein, il avait les intestins complètement pleins, il allait à l'hôpital, anesthésie générale, et il le vidait mécaniquement. C'était horrible. Une énorme souffrance pour ce jeune homme. Et donc elle était venue, parce que lui, il avait vu tous les psys du monde, puis il en avait ras-le-bol, il voulait plus rien faire, plus voir personne. Et donc elle était venue avec sa désespérance on trouve pas, on n'y arrive pas, puis je sais pas quoi faire pour l'accompagner, et puis ça peut pas continuer comme ça, aller se faire vider à l'hôpital. Et j'ai eu un rêve dans lequel il y avait une grande synchronicité, c'est-à-dire que j'ai eu un rêve dans lequel était présente sa belle-mère à cette femme, que je n'avais jamais vue moi. Et d'ailleurs, elle m'en avait pas parlé du tout. Et je me rappelle plus exactement le contexte, mais bon. La séance d'après, elle vient en consultation et elle me dit « Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé ce qui s'est passé pour mon fils. C'est ma belle-mère, tel jour, machin chose, il s'est passé ça et ça, elle a dit ça et ça et ça, et j'avais jamais fait le lien et j'ai trouvé. » Et alors, il y avait vraiment la synchronicité où j'avais rêvé de sa belle-mère et elle arrivait avec un rêve de la belle-mère. Et son fils, elle m'a fait 3 jours après, elle m'a fait un SMS pour me dire il est allé aux toilettes. Et donc elle est revenue une fois et puis elle a arrêté parce qu'elle venait pour cette chose très précise. Et à vrai dire, même moi, je
sais pas du tout comment ça a pu marcher. Mais c'est incroyable. C'était d'une puissance en 4 séances. Mais à ce moment-là, tu ne lui as pas, toi, parlé de ton rêve? Non. Non. J'ai constaté la synchronicité, mais je lui en ai pas parlé. Toi, en tant que psychanalyste, ce que j'entends, c'est que contrairement à la croyance qu'une analyse dure forcément 15 ans pour pouvoir avoir une forme d'impact, toi, tu dis non. Moi, je dis non. Mais, par exemple, cette femme dont je parlais, elle n'a pas fini son analyse, bien sûr. Mais elle est venue avec une demande psychothérapeutique. Je l'ai mise dans un cadre analytique. Sa demande elle a une réponse à sa demande, même une résolution profonde. Elle arrête parce qu'elle était venue pour ça. Mais en quoi elle n'a pas fini? Elle est venue pour résoudre un problème de son fils, en fait. Je pense pas qu'elle ait même commencé son analyse à elle, personnellement. Elle a dénoué des choses en lien avec son fils. C'est un peu comme si dans mon analyse, justement, au bout de 9 mois, là, quand j'ai dit, je vais arrêter, tout va bien, si mon analyste m'avait laissé partir, voilà, ça aurait été ça. Là, ça arrive, c'est délicat, ça, de sentir, quand une personne dit, voilà, j'ai résolu ce pourquoi j'étais venue, je vais arrêter. Sa liberté, c'est d'arrêter. Et des fois, c'est sympa de lui dire, il y a d'autres choses derrière. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? C'est toujours une question très, très délicate. C'est là où je me fais confiance par rapport à ce que je disais de la phénoménologie du passé de danse improvisée, de composition instantanée. Être juste dans l'instant. Je crois que j'ai fait ça pendant 30 ans. Donc, je me dis, bon, si je sens que je peux le dire, je dis. Si je sens pas, je dis pas. Et quand je dis, j'essaye d'être aussi le plus subtil possible pour que la personne ne se sente pas obligée de quoi que ce soit. Certainement pas. Et que si jamais le choix c'est d'arrêter, c'est un choix tout à fait légitime et il n'y a aucun jugement par rapport à son choix, certainement pas. Voilà. Toi aujourd'hui, pourquoi t'es psychanalyste? J'en avais marre de la danse. Je plaisante, mais à moitié. J'arrivais à 50 ans, la danse, c'est fatigant. Et puis, j'avais l'impression d'avoir, en faisant ma propre analyse, la danse devenait fade. J'avais pas le même goût. Les danseurs aiment bien parler de goût. J'avais l'impression que c'était un peu redondant. Pourtant, composition instantanée, normalement, aucune redondance. Mais je commençais à m'ennuyer. Et finalement, l'analyse m'aidait aussi à devenir analyste, à renouer avec mon passé de scientifique, de chercheuse. Et là, je continue de chercher. Alors, c'est beaucoup plus poétique dans le domaine de la psychanalyse, mais j'aime beaucoup la pensée. Et d'ailleurs, dans tous mes rêves, je danse et je danse avec mes analysantes, enfin, et finalement, c'est une façon je parle du mouvement de la pensée, j'aime bien ça. Et quand je suis en consultation, je suis immobile, sur une espèce de siège d'assise, là, un peu incliné pour avoir une bonne posture du dos. Je suis immobile là-dessus, et en fait, intérieurement, ça va vite, ça voyage. Et je suis devenue extrêmement sédentaire alors que j'ai dansé dans le monde entier. J'ai pas arrêté de voyager. J'adorais ça. Et mon objectif, c'était de partir dès que j'avais un contrat à l'étranger. Oui, tout de suite. Et là, je ne bouge plus de chez moi. Mais je voyage comme jamais, quoi. Du coup, que je comprenne, est-ce que c'est plusieurs chapitres de ta vie? D'abord, tu as été chercheuse en physique-chimie? Océanographie physique, oui. Ça a l'air d'être magnifique. Et en parallèle, tu faisais de la danse de face en loisir? Oui. Ouais, c'est ça. Puis après, tu t'es professionnalisée en danse? Oui. Pour après devenir psychanalyste. Voilà, c'est ça. Et dans la danse, je mettrais deux étapes. C'est-à-dire qu'il y a la première étape qui était danse contemporaine, des spectacles très écrits, très chorégraphiés, 10 ans d'arrêt pour mes enfants. Et la deuxième, la reprise de la danse qui était justement plus sur l'instant. Tu décrivais là, assise en psychanalyste, en analyste, tu disais ça va à toute vitesse là-haut. Tu disais beaucoup travailler à l'intuition de ce que je dis ou ce que je dis pas. Tu peux m'en dire un peu plus? Assise sur ce siège,
qu'est-ce qui se passe? Tu entends la parole de l'autre. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, dans le meilleur des cas, j'entends le rêve. Je patiente toujours un peu en début de consultation parce qu'il y a de ce que Lacan appelait la parole creuse. Il y a quand même de la parole creuse. Et j'aime bien laisser... C'est-à-dire, on dit de la merde. Voilà, c'est ça. Du blablabla, ce que j'ai fait pendant la semaine. Je me suis engueulée avec mon copain. Enfin, j'ai téléphoné à ma mère. Enfin, tous ces trucs-là. Du blablabla. Moi, j'ai jamais eu ça. Ah bah c'est bien. Non, et peut-être que c'est soit c'est des œillères ou un manque de... À moi, d'intuition, c'est très fort. Parce que moi, la séance, je me souviens, elle commençait quand je partais de chez moi. Et où petit à petit, en cheminant, j'étais là, bon, et... moi, je résiste pas mal à ce que tu me dis là, mais peut-être que on tourne autour du pot avant de sauter dans la piscine. Peut-être que je mettais le pied avant de sauter. Oui. Bon, enfin bon, excuse-moi, mais... Tu sautais dans la piscine directement, justement. Quand t'arrivais dans le cabinet, tu sautais dans la piscine. Oui, parce que parfois, je commençais même à pleurer dans la salle d'attente. Ouais. Bon, excuse-moi. Ouais. Mais alors, du coup, toi, en tout cas, tu patientes un peu au début. C'est marrant, donc au début, c'est toi la patiente. Oui, c'est ça, c'est moi la patiente au début. Et pour moi, c'est aussi, je laisse faire ça. Du coup, j'ai mis des séances longues. Parce que ça me vient de la danse aussi. Il y a besoin du temps. Par exemple, quand on a un spectacle, avant, dès le matin, on se prépare pour le spectacle le soir. Et on change d'état, on plonge dans un état. Alors, je vais pas garder les gens une journée entière en consultation, mais 1 heure, c'est déjà pas mal. Et justement, ce temps que j'appelle du blabla au début, ça leur permet de se déposer, de sentir leur poids dans le divan, de s'imprégner de l'atmosphère du cabinet. Et quand je sens qu'il y a quelque chose où énergétiquement ils sont un peu descendus, un peu moins dans le bobo-boba, je demande le rêve. Et là, c'est parti. Alors le rêve, je le note. C'est la seule chose que je note. Et pendant que je le note, j'adore le cinéma. Je suis très visuelle en fait. Pendant que je le note, j'ai des images. Le rêve, je voyage dans leurs rêves. Alors, je pense que ils auraient peut-être pas les mêmes images que moi, hein. Mais et quand il y a certaines images qui m'interpellent, je pose la question. C'est ce moment du rêve là. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et puis, et tout le temps, je précise bien qu'est-ce que ça vous évoque. Ils peuvent répondre, mais n'importe quoi. Si c'est complètement à côté de ma question, on s'en fout complètement. De se laisser porter par ce qui vient. Si c'est débile, on s'en fout complètement. Parce qu'ils essayent souvent aussi d'être rationnels. Mais c'est notre fonctionnement c'est l'école aussi, hein, le fonctionnement depuis toujours. Donc là, de les amener à sentir peu à peu que en analyse on n'est pas rationnel, l'inconscient n'est pas rationnel. Et il a sa logique à lui qui des fois est très drôle. C'est un peu cash, les trucs c'est cash comme ça, mais c'est pas rationnel. Tu as l'air de beaucoup utiliser le rêve en séance. Est-ce que ça t'arrive d'interpréter ou de dire? Je rappelle, je me souviens de ton analyse dans l'épisode précédent. Quand tu lui parlais de ton père, il t'avait dit « il peut peu ». Il peut peu, ouais. Tu lui avais dit, bon, il a fait ce qu'il a pu, ce qu'il pouvait, et il t'a répondu « il peut peu ». Est-ce que ça, on sort de l'ouverture pour un peu donner son point de vue? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais en tant qu'analyste? Ça peut en fin de consultation. Là d'ailleurs, je crois que c'était une fin de consultation. C'était un peu un au revoir à la semaine prochaine. Il s'était traduit il peut peu. Oui, en fin de consultation. J'essaye toujours en fin de consultation de donner soit une petite phrase qui résume la séance, ce qui s'est passé dans cette séance-là, pour moi, ce qui était important, le nœud justement, qui a été évoqué dans cette séance-là, ou bien de ouvrir vers la prochaine séance avec une question, une supposition, je sais pas, un constat qui va amener la personne à réfléchir, à voir comment ça résonne pour elle, pour la prochaine fois. Et du coup, tu es de quel courant? Tu mentionnais Lacan, tu fais des séances d'1 heure, 60 minutes, clic-clac. C'est pas Lacan, ça. Oui, c'est ça. 60 minutes, clic-clac, oui.
Des fois, ça m'arrive, on sent bien, au bout d'une demi-heure, on pourrait arrêter. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une première strate du rêve qui a été... on l'a survolé. Et il y a un moment où on s'ennuie un peu. Ça dure pas longtemps. 5 minutes, 10 minutes, où on se dit, bon, on a fait le tour. C'est un peu creux. Et après, ça repart. Et ça repart extrêmement puissamment. Et j'aime beaucoup ça. Donc, je n'arrête pas. Quand il y a à la fin de cette première demi-heure où pour y avoir une conclusion, j'arrête pas. Et tu fais pas partie d'une association de psychanalystes? Ça va te faire rire. Grâce à ton podcast, j'ai écouté le témoignage de Serge Sommer. Je sais pas si on dit Sommet ou Sommer. Moi, je dis Sommer. Que j'ai bien aimé. Et je me suis dit, ah, voilà, un psychanalyste libre. Et du coup, j'ai adhéré à leur association des psychanalystes modernes. Je participe pas beaucoup parce qu'ils font des supervisions de groupe, ils font des fois des conférences. C'est toujours à des moments où je travaille. Donc je participe pas, mais je vais lire les textes, je vais lire les commentaires sur Facebook, voilà. Mais je fais pas partie d'aucune école. C'est-à-dire que chez Lacan, le signifiant réel, symbolique, imaginaire, mais c'est juste magnifique. Chez Freud, les topiques, conscient, inconscient, préconscient, moi, ça, sur moi, c'est magnifique. Chez Jung, l'inconscient collectif, la synchronicité, mais c'est magnifique. Chez Mélanie Klein, les parents introjectés, la façon dont l'enfant est ses parents, c'est magnifique. Chez Winnicott, toutes les théories de l'attachement, mais c'est magnifique. Mais j'ai pas envie de me priver de rien. Donc en fait, je me suis approprié à ma façon, avec ma compréhension, certains concepts de différents courants, et finalement je fais ma sauce avec ça, voilà. Mais j'ai pas envie de me mettre dans une chapelle, certainement pas. Oui, tu faisais référence à je me rappelle plus quel est le numéro de l'épisode de Serge, je le mettrai dans le descriptif de l'épisode, mais en effet sur le podcast il a témoigné lui en tant qu'analysant, puis après lui en tant que psychanalyste comme tu fais maintenant. Je suis très heureux de savoir que le podcast sert à plein de choses. J'ai une dernière question pour toi, à celles et ceux qui nous écoutent et qui sont en ce moment en analyse et qui se posent la question de la dernière séance, d'arrêter, et ils hésitent. Quel conseil tu peux donner à des personnes en analyse pour sentir ou savoir si c'est bon pour eux d'arrêter ou pas? S'ils se rappellent de leur rêve, le rêve leur dira. S'ils se rappellent pas de leur rêve, peut-être un moment, c'est comme si on avait pressé une orange ou un citron. Il n'y a plus de jus. C'est-à-dire que la parole se tarit. On s'ennuie un peu peut-être en consultation. Il n'y a plus de... la source intérieure s'est tarie. Je pense que là, on est arrivé au bout. Et puis aussi, parce que ça a été mon cas, parce que tout à l'heure, on parlait du transfert avec mon analyse, où tu disais, je suis pas sortie du transfert, il est mort. J'étais encore en plein transfert. Et je te disais, je l'ai fait toute seule. C'est-à-dire qu'après, donc il y a eu cette réintroduction de sa vraie famille auprès de lui. Moi, je me suis mise à distance. Dire au moment où il était, ça c'est le précédent épisode, oui. Il décède et toi tu trouves ses 2 fils, enfin ses 3 fils pour qu'ils voient leur père, ton analyste, avant sa mort. Oui. Et puis après, je me suis rendu compte que il y a plein de choses. On n'était pas du tout d'accord. Mais heureusement, j'ai pas continué ma supervision avec lui. Il ne croyait pas du tout les liens transgénérationnels, il y croyait pas du tout. Et puis les abus sexuels, pour lui, c'était pas un problème. C'était vraiment la génération des années 70, libération sexuelle, l'enfant aussi a du désir, les gros scandales qui viennent là avec Gabriel Matzneff, ces choses-là. Il était en plein là-dedans, en fait. Et je me suis dit, si j'avais continué ma supervision avec lui, je pense qu'on se serait disputé. Je pense que j'en serais venue à le détester. Donc finalement, je suis sortie du transfert toute seule. Voilà.
Mais du coup, pourquoi tu dis ça par rapport à une transmission, un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se pose la question d'arrêter? Il ou elle commence à la fois la parole se tarit et voir son analyste en tant qu'une pauvre petite personne humaine avec ses tares, c'est que c'est fini. Ok, merci. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais partager, quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on finisse? Et peut-être aussi, alors le voyage analytique, je trouve que c'est un merveilleux voyage qui amène beaucoup de joie. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et bien sûr, on a fini son analyse quand on peut vivre autre chose. C'est-à-dire que l'analyse, elle est là pour nous aider à nous tourner vers l'extérieur, de sortir de notre petit nombril et notre narcissisme avec nos petites peines. Donc quand tout ça c'est fini et qu'on peut vraiment se tourner vers les autres, faire une sorte de volte-face, on est libre. Pour moi, c'est vraiment un chemin de liberté. Mais tu continues à avoir un nombril, des peines, tu continues à être en peine. Et du coup, c'est quoi la différence entre je continue ma psychanalyse parce que ta peine te déborde tellement qu'elle t'empêche de te tourner vers l'autre? C'est-à-dire, on a terminé la psychanalyse quand on a encore de la peine, mais qu'on sait la vider et on garde de la libido et de l'énergie pour aller vers l'autre, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce que tant qu'il y a on appelle ça des fixations dans l'inconscient, finalement on ramène tout à ça. Et nos relations, nos circonstances de vie, le contexte de nos vies, tout est ramené à ça. Et ces fixations inconscientes même induisent le contexte de vie. Des fois, j'ai des analysants qui me demandent, mais comment ça marche? Mais ce qu'ils attendent, on est quand même dans une société où le monde du coaching, justement. Ils attendent des conseils, ils attendent que je les guide, et je les laisse faire leur choix. Enfin, je les renvoie à eux-mêmes, à leurs propres désirs. Et des fois, ils me disent, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi? Et puis, à quoi bon parler de ce vieux truc? C'est bon, quand j'avais 3 ans, il s'est passé ça, et alors? Et donc, je leur dis, vous allez constater, dans votre contexte de vie, que des choses changent. Et là, vous saurez que ça marche. Voilà. Eh bien, dans ces cas-là, moi, j'ai pas fini mon analyse. Je sais pas. Je me pose la question, est-ce possible, est-ce un fantasme de croire qu'on peut faire on-off, qu'on peut se transformer et vraiment ne sortir de la fixation et passer à autre chose. Qu'est-ce que la fixation? Enfin, moi, en fait, ça génère plein de questions, ce que tu dis, parce que je me dis, moi, je ressens les mêmes fixations, si on doit en parler. Après, elles ne m'empêchent pas d'aller vers l'autre. Elles ne m'empêchent pas tout à fait d'aller vers l'autre ou tout à fait de cheminer. Alors là, je me pose des questions autour de ce tout à fait. Je me dis, bon, est-ce que je pourrais être plus libre? Certainement. Est-ce possible que cette fixation se sublime? Tu vois, par exemple, j'en ai déjà parlé sur ce podcast, mon chemin d'homosexuel et le fait que moi j'ai grandi totalement seul face à l'homosexualité et à l'homophobie, culturellement dans la société mais aussi dans mon entourage, c'est-à-dire que on n'était pas une génération qui savait m'équiper moi enfant avec tout ce qui se passait en moi, et juste j'étais dans le silence, et tout ce silence et cette absence de représentativité dans les médias, dans les films que je regardais, dans les livres, enfin je n'existais nulle part, et j'étais harcelé à l'école, ou en tout cas clairement trop efféminé, mis de côté et agressé verbalement. Ok, et ça, bien entendu, que ça fait partie de mon patrimoine.
qui se revit. Tu vois, j'étais à la Marche des Fiertés récemment et j'ai ressenti remonter en moi des choses de ce patrimoine, de ce chemin. Et mes questions du moment, c'est... Attention, j'ai pas envie d'effacer le patrimoine, et c'est pas du tout ça que tu sous-entendais, hein. Mais j'ai des doutes, et je pense que c'est pour ça que je continue à faire ce podcast, et peut-être qu'un jour j'arrêterai quand mes doutes m'intéresseront plus, ou quand j'y aurai répondu quelque chose. Mais ouais, je me demande, ça veut dire quoi aller mieux, ça veut dire quoi être soigné, ça veut dire quoi sublimer. Et voilà. Et peut-être que je trouvais ta réponse un peu pressurisante ou normative. Alors c'est des grands mots un peu méchants, hein, tu vas pouvoir réagir. Mais où du coup je me dis ah merde. Donc ouais, c'est genre apparemment il y en a qui voient la lumière après. Est-ce que moi je l'ai vu? Je sais pas trop. Oh là là, tu vois. Oui, je comprends bien. Je suis désolée. Non, il y a pas de culpabilité et tout. Au contraire, je voulais donner un autre point de vue sur ta réponse, et puis tu peux réagir. Ouais. Je crois que nous restons toujours qui nous sommes. Des fois, je me dis, c'est comme si, avec l'analyse, on vient toucher ce noyau primordial de notre être profond, on va dire, c'est un peu mystico, machin, ce que je dis. Et cet être profond, il sera toujours là. Et il a aussi ses tares. Mais on peut les accueillir avec bienveillance. Tu vois, par exemple, au début, tout à l'heure, quand on parlait, la proximité du micro, la proximité physique, je sentais que j'avais la voix qui tremblotait un peu. Et je me disais, ah, je la connais là, celle-là, là, cette Véronique-là, je la connais. Bon, on l'accueille, voilà, c'est pas grave. C'est plutôt ça, quand je disais de lever les fixations, c'est pas grave. Ouais. Et puis, je me souviens, dans cet épisode ou le précédent, tu disais, on s'en fout. Oui, on s'en fout, oui, c'est ça. Enfin, il y a quelque chose de ça me parle vachement, de l'acceptation. Oui, parce que là, en fait, tu es chez moi, sur mon canapé, et mon système audio nécessite que le micro soit à un point, à une main de toi, et donc on est assez proche. Et du coup, la psychanalyse et le travail de santé mentale, et j'ai presque l'impression que je t'ai aussi entendu honorer tout ton chemin de danse, et peut-être que les choses se mêlent, que c'est pas que la psychanalyse qui détient les parts de ta solution. D'ailleurs, il y a eu un autre truc très drôle par rapport, quand je parlais tout à l'heure du prénom de mon psychanalyste qui était le même que mon père, et j'ai mis 7 ans à m'en apercevoir. Quand j'ai repris la danse après les 10 ans d'arrêt, j'ai commencé avec une improvisatrice américaine. Je me suis remise dans un travail professionnel avec une improvisatrice américaine qui s'appelait Lisa, comme ma fille, qui a été anorexique. Je me suis dit, j'ai 4 trucs avec les prénoms quand même. Et il y a quelque chose qui résonne avec toi pour Guillaume? Non, je connais aucun Guillaume. Tu es le premier Guillaume que je rencontre. Ça marche. Un grand merci, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi. Merci à toi. J'espère que les gens qui écouteront, ils trouveront un petit peu d'intérêt, un petit peu de... J'aime beaucoup la joie. Si ça peut les faire rire et amener un peu de joie, tant mieux. Super. Sache que toutes les personnes qui témoignent me disent toujours, la plupart du temps hors micro, bon, ce que j'ai à dire, est-ce vraiment utile, ou qui suis-je pour? Il y a toujours un... Et après, moi, je reçois plein de messages de gens qui disent « Ah, ça m'a vachement inspiré, résonné, toi-même, tu l'as dit. » Donc, non, c'est très chouette. Est-ce que tu voudrais que j'ajoute un contact, si les personnes veulent te contacter en tant que psychanalyste, dans le descriptif de l'épisode? Oui, avec plaisir. Ça sera fait. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, merci.